Un investissement plus rentable que le BTC et moins risqué en prime. Aujourd'hui, on va parler d'un actif sur lequel vous devriez vous pencher sans attendre. Restez bien jusqu'à la fin, on fera un comparatif des deux actifs en fin de vidéo. Créé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est la première crypto-monnaie. Il est basé sur une technologie qui était révolutionnaire pour l'époque. Enfin bref, tout ça vous connaissez déjà, il y a des vidéos qui en parlent bien mieux que moi, c'est pas l'objet de celle-ci. Mais on va quand même revenir sur quelques points importants de son histoire. Le Pizza Day. Le 22 mai 2010, un développeur paye 10 000 bitcoins pour s'acheter 2 pizzas. Ces 10 000 bitcoins à l'époque valaient environ 42 dollars et aujourd'hui, 10 000 bitcoins, ça en vaut presque 1 milliard. Cet événement est marquant car c'est la première réelle transaction qui est faite grâce au Bitcoin. Cette année, il y a plusieurs événements qui ont pu jouer sur le cours du Bitcoin, aussi bien l'autorisation des ETF que l'élection de Donald Trump. Ici, on est sur donc IBIT pour iShares Bitcoin Trust, donc l'ETF de BlackRock, qui a battu tous les records. On est sur 2 milliards le premier jour au lancement, qui ont été investis. Aujourd'hui, on est quasiment à plus de 30 milliards. Et juste sur la journée de l'élection présidentielle, il y a eu 5 milliards de plus. Donc on est vraiment sur la bonne voie. De plus, les contrats futurs viennent d'arriver. Bon, maintenant vous allez me dire, oh, super, il y a un ETF BlackRock, qu'est-ce qu'on en a à secouer de BlackRock ? Faut savoir que BlackRock, c'est le premier gestionnaire d'actifs au monde. Au global, c'est lui qui a les plus grandes parts dans la plupart des grosses boîtes tech, etc. C'est un petit peu eux qui contrôle le monde. Hein. On va pas se mentir, c'est pas un gros mot de dire ça. Mais ils ont plus de... Alors, des derniers chiffres que j'ai vus, on doit être autour de 10 000 milliards d'encours, c'est colossal. Aujourd'hui, on a un Vanguard, donc qui est le deuxième plus gros gestionnaire d'actifs au monde, qui disait fut un temps qu'il ne toucherait pas à la crypto. Est-ce que cette position va évoluer ? Est-ce que le fait que cette position évolue sur un gestionnaire d'actifs aussi gros, ça va encore faire pump le Bitcoin ? Tout est possible, mais en tout cas la marge de progression, elle est encore colossale, et pour moi on n'est qu'au début de l'arrivée des institutions. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'équivalent de la capitalisation boursière, hein, on pourrait dire, en tout cas la valorisation, le market cap du Bitcoin est de environ 1900 milliards de dollars, et que la capitalisation boursière d'un Apple par exemple est de 3,47 billions, donc 3470 milliards de dollars. C'est juste pour qu'on puisse se rendre compte à quel point la marge de progression, malgré les investissements qui sont de plus en plus massifs, elle reste quand même énorme comparée au marché traditionnel. Et voici les performances annualisées du Bitcoin depuis 2014. Alors pourquoi 2014 ? Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Si je prends un 2009-2010 où effectivement 5 investisseurs font x10, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment à plus grande échelle et sur le long terme, qu'est-ce qui va être ou qu'est-ce qui est déjà le plus intéressant. Donc on voit bien que 2014, il y a des chiffres qui nous marquent. Hein. 2014, on a 2018, on prend une belle claque aussi, 2022, ce qui est normal, on part de bear market. 2017, 1369%, c'est assez colossal et on voit qu'il y a une moyenne aujourd'hui de 184% par an en investissant sur le Bitcoin. Donc ça veut dire que si depuis 2014 vous aviez fait du DCA sur le Bitcoin, vous auriez pris environ 184%, ce qui est relativement colossal. Enfin pas relativement, ce qui est colossal. Maintenant qu'on a dit ça, si on enlève les 1369, et ça vous parlera encore plus tout à l'heure, mais si on enlève les 1369% de 2017 qui sont pour moi plus réalisables aujourd'hui, je veux pas dire que c'est impossible parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, mais au vu de la capitalisation actuelle, etc., ça me paraît très 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 compliqué. Donc pour moi, ça c'est tout de suite à exclure. Et si on met une année un petit peu plus standard qui correspond un peu plus aux autres, on passe déjà à une moyenne annuelle de 74%, qui est toujours un excellent investissement, mais on va voir qu'on a un bon challenger en face. Depuis sa création, le Bitcoin est l'un des actifs les plus performants, mais est-il toujours le meilleur choix aujourd'hui ? J'en suis pas si sûr. Le Nasdaq. On parle pas du Nasdaq 100, du Nasdaq Bank qu'on verra un petit peu plus tard, etc. On parle vraiment du Nasdaq. Le Nasdaq, c'est une entreprise privée. Je vous ferai un petit parallèle avec son monologue européen pour que vous compreniez juste après. Le Nasdaq a été fondé en 1971 et pour vous faire les choses simples, ils ont introduit la première bourse électronique. Ça veut dire qu'au lieu de se déplacer comme à l'époque au New York Stock Exchange, comme à l'accoutumée, maintenant on pouvait passer des transactions en ligne, on n'avait plus besoin de rencontrer les courtiers directement, etc. C'est une très très grosse avancée dans le monde de la finance. Et du coup, au-delà des activités boursières de l'entreprise du coup Nasdaq, elle a aussi créé un nombre d'indices assez important. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, quand des personnes, des institutions utilisent ces indices, Nasdaq perçoit des droits de licence et de diverses rémunérations, ce qui fait qu'aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise Nasdaq est lié à la création de ces différents indices. Les plus connaisseurs l'auront reconnu, on va parler du Nasdaq 100, donc les 100 entreprises technologiques les plus valorisées aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je fais du DCA chaque mois dessus
et pourquoi je pourrais poser ma maison dessus sans trop me poser de questions, contrairement au Bitcoin. Donc voici le tableau complet. Le tableau avec le Nasdaq 100 à gauche et le Bitcoin à droite. Donc là vous allez me dire, ah oui mais la moyenne, on est quasiment 10 fois moins, qu'est-ce que tu nous racontes, etc. Laissez-moi m'expliquer. La première chose, si on enlève par exemple 2017, on a eu 1360% et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour moi ça n'arrivera plus jamais sur le Bitcoin. On passe déjà de 184 à 74. C'est quoi l'argument vraiment derrière? C'est que les rendements annualisés vont tendre à se rapprocher de ce que peut faire le Nasdaq aujourd'hui. Donc maintenant, pourquoi moi j'investis sur le Nasdaq et pas sur le Bitcoin? Alors, j'ai commencé par investir en crypto, donc c'est pas moi qui va vous dire que c'est une mauvaise chose, bien au contraire. En revanche, c'est important de prendre en compte aussi son aversion au risque et un petit peu ce qu'on connaît du marché. Demain, sur le Nasdaq, il y a très peu de chances qu'il y ait par exemple un piratage ou quoi que ce soit. Évidemment, quand on a la bulle internet, on prend moins 75%. Je vous dis pas du tout que c'est pas risqué parce que de toute façon, le risque va avec la performance et là, vous voyez qu'il y a des performances très importantes. Mais la première chose, c'est qu'on a de la data. On a de la data. Les plus grosses crises, c'est la bulle internet 2008 et le Covid. Et à chaque fois, en 2-3 ans de temps, si vous laissiez votre investissement, on était revenu bien au-dessus. Si vous avez continué votre DCA, alors là, c'était encore mieux. Sur le Bitcoin, on a un peu moins de data, mais force est de constater qu'il renaît toujours de ses cendres, et du coup, c'est encore plus intéressant quand on fait du DCA et qu'on achète bas. Au final, ce que je veux vous apporter, c'est plus une réflexion. Une réflexion sur les investissements, de se dire que effectivement, on peut avoir de très belles performances au début, mais dans tous les cas, à terme, avec la valorisation d'une entreprise, d'une crypto-monnaie, on en revient à peu près au même. Quand on va commencer à avoir des grosses valorisations, les x2, x3, x10 vont être de plus en plus compliqués. C'est quelque chose à prendre en compte de ne pas attendre 1500% au prochain bull run sur le Bitcoin. Et voilà, l'idée c'était aussi de mettre en avant quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant parce que moi le premier, avant je n'investissais qu'en crypto, j'étais un aficionados des cryptos et j'étais en mode il n'y a que ça, la finance traditionnelle c'est 5% par an, c'est naze, etc. Et force est de constater qu'avec le Nasdaq, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos, on a une très belle performance annualisée, des risques qui sont relativement minimes, et donc que c'est simplement une option à envisager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Moi je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.